cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux enjeux et conséquences internationales de la nouvelle donne syrienne. Nous avons analysé dans notre édition précédente le contexte régional de la chute de Bachar el-Assad et les enjeux qui en découlent. Ceux-ci ne sont cependant pas séparables du contexte mondial et de la séquence historique actuelle qui est celle d'un affrontement global entre une hégémonie unipolaire états-unienne d'une part et une montée des aspirations à un monde multipolaire d'autre part. Ce conflit mondial n'épargne aucune zone de la planète. Il relie la guerre en Ukraine, la montée des tensions en Asie, dont le dernier épisode est la tentative de coup d'État en Corée du Sud, les successions de revers de la France et de l'Union européenne au Sahel, l'aggravation de la situation en Afrique du Nord entre le Maroc et l'Algérie, les menaces ouvertes de Donald Trump contre la Chine, etc. Comme des poupées gigones, les enjeux nationaux et internationaux s'articulent et interagissent les uns sur les autres. Cependant, sur le long terme, ce sont les enjeux internationaux qui sont déterminants en dernier ressort. Les enjeux nationaux et régionaux peuvent certes prendre une prédominance momentanée en définissant un nouvel ordre de priorités provisoire. Cependant, sur le long terme, la donne internationale est celle qui structure profondément notre monde. C'est au regard de cette loi qu'il faut selon nous analyser les objectifs stratégiques régionaux et leur lien avec les objectifs stratégiques mondiaux. Concernant la Syrie, l'objectif stratégique régional est aisément repérable. Il s'agit de détruire ce que les résistants palestiniens appellent l'axe de la résistance, c'est-à-dire l'axe Hezbollah, Syrie, Iran, Palestine. Indépendamment de l'analyse que les uns et les autres peuvent faire de la nature politique du système social et politique de la Syrie de Bachar el-Assad, la position géostratégique du pays en faisait un axe central de tous ceux qui s'opposaient à l'hégémonisme états-unien dans la région, c'est-à-dire aussi à tous ceux qui s'opposaient à l'État vassal d'Israël, qui depuis sa création est le gérant local des intérêts des puissances impérialistes dans la région. Cette situation géostratégique permettait de relier l'Iran et le Liban en passant par l'Irak, le Yémen et la Palestine. Sur un plan strictement opérationnel, la Syrie était le point de passage essentiel des aides de toute nature pour tous ceux qui s'opposaient à l'État génocidaire israélien. Avec l'Iran, la Syrie constituait une des deux bases arrières stables des résistants antisionistes de la région. La disparition de cette base arrière affaiblit considérablement les forces antisionistes régionales et ouvre la porte à d'autres déstabilisations régionales en attendant de pouvoir s'attaquer à l'Iran, dernier contrepoids étatique à l'hégémonisme états-unien dans la région et dernier État s'opposant au gérant local des États-Unis dans la région, l'État sioniste. C'est ce que souligne un communiqué du député du Hezbollah, Fadlallah Hassan, je cite, « Ce qui se passe en Syrie est une transformation majeure, dangereuse et nouvelle. Et le comment et le pourquoi de ce qui s'est passé nécessite une évaluation. » Fin de citation. Le son de cloche est identique en Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, déclare ainsi, je cite, « Il est naturel que le front de la résistance soit touché. La Syrie était l'un des membres les plus importants de l'axe de la résistance et a joué un rôle important dans la confrontation avec Israël et dans le soutien aux Palestiniens. La résistance ne s'arrêtera pas. Il peut y avoir parfois des limites, mais la résistance trouvera son chemin. Fin de citation. Les premières déclarations des nouveaux dirigeants syriens vont dans la même direction. Voici comment Ahmed El-Shahra, plus connu sous le nom de guerre Abu Mohamed El-Joulani, présente ce qu'il appelle ses ennemis et ses amis. Je cite, « Nous sommes ouverts à l'amitié avec tous les pays de la région, y compris Israël. Nous n'avons pas d'ennemis autres que Assad, le Hezbollah et l'Iran. Ce qu'Israël a fait contre le Hezbollah au Liban nous a beaucoup aidés. » Fin de citation. La chute de Bachar el-Assad s'inscrit également dans un contexte plus large, celui de la confrontation avec la Russie. La nouvelle situation affaiblit objectivement la Russie sur son flanc sud. La présence de conseillers et d'instructeurs militaires ukrainiens auprès des forces dites djihadistes n'est pas anecdotique. Pour Kiev, la défaite de Assad était analysée comme devant avoir des répercussions importantes sur la guerre en Ukraine. La fuite du président syrien est saluée comme une victoire. Je cite, « Les événements en Syrie démontrent la faiblesse du régime de Poutine qui est incapable de se battre sur deux fronts et abandonne ses alliés les plus proches au profit de son agression contre l'Ukraine. » Fin de citation. Cette stratégie de contraindre la Russie à se battre sur plusieurs fronts n'est pas nouvelle. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont déjà dénoncé la présence d'instructeurs militaires et de combattants ukrainiens des forces spéciales au Sahel, aux côtés, là aussi, des groupes dits djihadistes. La nouvelle donne en Syrie fait déjà fleurir de nouvelles projections stratégiques pour les multiples groupes d'analyse travaillant pour le gouvernement états-unien.
C'est le cas, par exemple, de l'Institut américain pour les études de la guerre, le ISW, qui a publié le 8 décembre, le jour même de la fuite de Bachar el-Assad, un rapport sur les évolutions de la guerre en Ukraine qui évoque comme suit la chute de Bachar el-Assad. Je cite « L'effondrement rapide du régime Assad en Syrie, un régime que le Kremlin a contribué à soutenir depuis 2015, est une défaite politique stratégique pour Moscou et a plongé le Kremlin dans une crise alors qu'il cherche à conserver sa présence militaire stratégique en Syrie. Il s'agit d'une perte géopolitique majeure pour Moscou car le maintien des bases russes en Syrie sera à la merci des groupes d'opposition syriens que le Kremlin qualifiait auparavant de terroristes. La perte des bases russes en Syrie aura des conséquences majeures sur l'empreinte militaire mondiale de la Russie et sur sa capacité à opérer en Afrique. Plus largement encore, la chute de Bachar el-Assad est à articuler à la stratégie états-unienne du pivot asiatique visant à encercler la Chine et dans l'immédiat à mettre en échec le vaste projet des routes de la soie d'une part et à faire éclater la dynamique multipolaire portée par les BRICS d'autre part. La stratégie de la tension aux quatre coins de la planète vise à diffuser la peur de l'intervention militaire ou de la déstabilisation pour contraindre les gouvernements attirés du fait de leurs intérêts objectifs par un monde multipolaire à y renoncer. Du coup d'État en Corée du Sud, au soutien aux dits djihadistes en Syrie, en passant par les exercices militaires navals aux abords du Venezuela, par la multiplication des mêmes exercices avec les forces militaires japonaises dans la mer de Chine, par l'intervention des forces spéciales ukrainiennes au Sahel, par la fourniture d'armes de plus en plus offensives à l'Ukraine, par le renforcement de la coopération militaire entre le Maroc et Israël sous le parrainage états-unien, etc. C'est bien une chronique d'une mondialisation de la guerre ou d'une généralisation de la guerre indirecte contre la Russie et la Chine qui se dessine. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.